Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 4. On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des dames de la mort. Épisode 11. Le train de Wolfenberg, partie 1. Premier jour. D'entrée, comme s'il s'était agi d'un peu d'eau pure, Vladimir vida le vin et reposa le petit ballon sur le bord en poussant un soupir des plus impolis qu'il soit. « Je te remets la même chose, lad ?» demanda Carlos, le propriétaire des lieux qui avait toujours su bien traiter sa clientèle. « Ouais !» répondit l'autre en tendant son verre comme le mendiant tend sa casquette pour quémander quelque argent. Avec son mètre 90, ses épaules larges comme deux armoires côte à côte et son visage chaufflu caché derrière une épaisse barbe rugueuse qui surmontait deux yeux globuleux au vaisseau teinté d'un rouge agressif, Vladimir Koschek était au village de Wolfenberg ce que le colosse était à Rhodes. Un impressionnant symbole, certes, mais une toute petite chose face aux colères de la Méditerranée. Et pour Koschek, la mer déchaînée prenait la forme d'une bouteille de vin blanc. Carlos Hernandez, qui possédait le seul débit de boisson du village, connaissait bien le petit défaut du géant, et il savait qu'il avait tout intérêt à l'entretenir car, sur un mois, le brave Vlad, comme le nommaient tous les habitants du coin, rapportait à lui seul presque autant que la moitié des ouvriers qui travaillaient dans la mine voisine. C'était encore plus vrai pendant les longs hivers, lorsque Vladimir, bûcheron de son état, ne pouvait pas travailler à cause de la neige. Il arrivait en général au café à l'ouverture, s'absentait 1 ou 2 heures le temps du repas de midi et finissait la journée accoudé au bar à échanger avec Carlos. En ce début du XXe siècle, il n'y avait pas beaucoup d'activités dans la région. Perdu dans les Alpes suisses, coupé du monde 6 mois sur 12 à cause de la neige qui barrait l'unique route d'accès à la vallée, Wolfenberg avait été, une trentaine d'années plus tôt, victime d'un miracle. Alors que le village était en train de mourir, il ne comptait plus en 1880 qu'une trentaine d'habitants, on y découvrit un gisement de cuivre, trop petit pour faire la fortune du lieu, trop important pour être ignoré. L'English Iron Company, IEC, une société anglaise, avait acheté la concession. Au lieu de disparaître, ce qui l'aurait permis de reposer en paix et aurait épargné à ses habitants une vie de reclus, Wolfenberg avait alors grandi pour atteindre en ce début d'année 1919 le chiffre de 113 habitants répartis dans 42 foyers. Le train avait fait son apparition. Une ligne privée financée par les propriétaires anglo-saxons de la mine avait été construite. Elle se terminait par une large boucle qui permettait aux locomotives de faire demi-tour et leur évitait de redescendre en marche arrière, une pente abrupte qui menait à la vallée. Une fois par mois, un train livrait donc des équipes de mineurs venus renforcer la main-d'œuvre locale insuffisante, un certain nombre de denrées alimentaires venues dans l'épicerie du village, propriété elle aussi de l'EIC, et du matériel de forage.
Il repartait avec le cuivre produit par la mine et les travailleurs étrangers arrivés un mois plus tôt. Il emportait aussi souvent les arbres mis à terre par Vlad. Le café de Carlos était en fait une vieille remise convertie par son propriétaire en café, hôtel, restaurant pour attirer à lui un peu de l'argent généré par la mine. Dans le café, quelques bancs en bois, des tables dépéries et pour toute lumière extérieure, deux petites fenêtres sur l'arrière du bâtiment. L'absence de vitrine laissait naître un mystère chaque fois que la porte s'ouvrait et tout le monde tournait la tête pour identifier le nouveau venu. L'homme qui l'a franchi ce jour-là, alors que le bûcheron vidait son 18e verre de l'après-midi, était un petit rondouillard. Ses tempes grises lui donnaient un air sérieux que venait renforcer le port d'un uniforme pourtant en bien mauvais état. Hans Fritz se voulait un personnage important. Il était responsable local de l'EIC. Sans doute que pour les établissements de la compagnie situés près du grand centre, ce titre avait un prestige certain, mais ici il était tout au plus honorifique. Hans le devait au fait de la chance. Il était jusqu'à son rachat par l'EIC propriétaire du terrain où l'on avait trouvé le filon de cuivre. Il y élevait un troupeau de moutons qui lui permettait de vivoter. Lorsque les représentants de la compagnie lui avaient proposé de se porter acquéreur, le bougre avait fait la grimace. « De quoi vais-je vivre » avait-il naïvement demandé. On lui avait alors proposé ce poste en échange d'une baisse substantielle du prix d'achat. Il était difficile de dire qui, de l'EIC ou de l'ancien berger, avait roulé l'autre. Hans touchait chaque mois une pension supérieure à ce que lui rapportait son troupeau, mais on ne lui avait pas laissé toutes les prérogatives d'un responsable local. Le malheureux n'en avait pas les capacités. Monsieur Roltz, éminent ingénieur, venait chaque mois avec le train donner les ordres nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Hans se contentait d'appliquer et ne se permettait jamais la moindre initiative. Tout le monde au village le savait, mais le berger reconverti faisait comme si tout le monde l'ignorait. Il se frotta les mains pour se réchauffer, salua tout le monde et vint s'asseoir au bar près de Vlad. Sans rien lui demander, Carlos posa devant lui un petit ballon, déboucha une bouteille de mauvais vin rouge et s'apprêta à verser. Mais Hans l'arrêta d'un geste de la main. « Non, pas aujourd'hui !» Le cafetier s'interrompit et jeta un regard curieux au nouveau venu. Aussi, Fritz se crut obligé de préciser. « Le train de la compagnie devra arriver d'un instant à l'autre, avec Monsieur Roltz. Je dois être irréprochable. »« Ah, c'est cela !» s'écria Vlad que l'alcool rendait gai. « Eh bien, tant mieux. Ils vont nous débarrasser de l'équipe actuelle de la mine. Ils sont sympas comme des putois. »« C'est à cause de leur chef de chantier, Saulnier. Il les mène à la baguette, » affirma Hans. « C'est un sacré con. Et en plus, il sera de retour dans 2 ou 3 jours avec la même équipe, ou presque. » Carlos, qui avait rangé la bouteille, s'enquit. « Bon, eh bien, qu'est-ce que je te sers alors ?»« Rien, je te remercie. Je viens juste me réchauffer un peu. Dehors, la neige a redoublé. »« Si je comprends bien, » reprit le cafetier, « ce n'est pas encore demain que la route de la vallée sera dégagée. »« Eh bien non, mon brave Carlos, » lança presque en chantant le bûcheron. « Mais c'est ça la liberté. Aucun contact avec ceux d'en bas. Ici, on fait ce qu'on veut. »« Ouais, » poursuivit Hans. « Cependant, depuis hier, le télégraphe est lui aussi en panne et nous n'avons vraiment plus aucun contact avec la vallée. Du coup, je ne connais même pas l'heure d'arrivée prévue de M. Roltz. »« Eh bien moi, cela ne me manque pas, » affirma Vlad en vidant son 19e verre de vin blanc d'une traite. Les 3 hommes discutèrent de tout et de rien pendant plus d'1 heure. Hans s'interrompit de temps en temps pour aller voir si le train arrivait. En vain. Sur le coup de 19 heures, il y eut un gros brouhaha venant de la rue, et une quinzaine d'hommes entrèrent. Les mineurs avaient terminé leur journée et venaient l'oublier ici. En découvrant Hans assis au bar, un des nouveaux arrivants, un grand sec aux cheveux roux, se détacha du groupe et vint au bas. « Le train est où ?»« Je n'en sais rien, » répondit Fritz sans regarder son interlocuteur. « Il va bien aujourd'hui ou pas ?»« C'est ce qui est prévu, Saulnier. C'est ce qui est prévu, mais de toute façon, il ne repartira pas avant demain, en fin de matinée, donc l'heure de son arrivée ne doit pas vous travailler. »« Ouais, » répondit le chef de chantier sur un ton qui prouvait le dédain qu'il avait pour le responsable local de compagnie. « Je l'espère. » Puis il retourna vers les autres mineurs que Carlos s'occupait déjà à servir. Vlad se pencha vers Hans. « Je te le dis, ils ne nous manqueront pas, ceux-là. »
C'est avec deux doigts quasiment congelés que Hans Fritz saisit non sans peine sa montre à gousset qui avait trouvé refuge dans la poche de son gilet. 21 heures et toujours pas de train. La neige tombait en flocons légers et dansait avec un froid de plus en plus entreprenant. Hans aurait volontiers retrouvé la chaleur du café de Carlos, mais après son 30e verre, Vlad s'était écroulé. On l'avait porté, avec grand-peine compte tenu de sa corpulence, jusque dans la réserve, et la salle principale était devenue le terrain conquis des mineurs extérieurs au village que le responsable de la compagnie, c'est un comble, préférait éviter. Quelques clients locaux s'étaient maintenant sans doute joints à la fête, mais s'ils avaient des accointances avec Sony et sa bande, c'est qu'ils n'en avaient pas avec Hans. La gare de Wolfenberg ne méritait pas ce nom. Pour tout bâtiment, un petit hangar construit rapidement sur lequel on avait peint en blanc IEC Terminus de Wilchenberg. Et pour unique quai, un mauvais agencement de planches en bois. C'est sur ce dernier que Fritz faisait désormais les 100 pas pour tenter en vain de ne pas perdre les derniers degrés de son corps. Une vieille chandelle à gaz éclairait péniblement le lieu, mais autour de celui-ci, l'obscurité était totale. À quelques mètres en face, on devinait à peine les contours de la rue principale. Le village ne comptait que 3 rues, mais l'une d'elles était considérée comme plus importante que les 2 autres. Et plus loin, l'ombre inquiétante des contreforts des Alpes qui semblaient cerner la région comme une légion vindicative. De l'autre côté, la forêt n'était guère plus accueillante. Vlad y avait croisé un loup la semaine précédente, et tout le village avait replongé dans les peurs ancestrales. La battue n'ayant pas permis de retrouver l'animal, la population s'était scindée en 2 camps. Ceux qui pensaient qu'un loup si malin ne tarderait pas à faire parler de lui, et ceux qui étaient persuadés que Vlad abusait des largesses de Carlos. Fritz fut tiré de ses pensées par un bruit étrange, une sorte de raclement, très lointain d'abord, mais qui se rapprocha rapidement. Ce premier bruit fut très vite accompagné par un grondement qui parut familier à Hans. Il se dressa et vit bientôt briller un œil étincelant. Au bout de la voie, une ombre gigantesque se détacha de la nuit qui l'entourait, crachant sur le ciel qui la couvrait une fumée noire. La locomotive de l'IEC, une Saint-Godard de 1904, fleuron du savoir-faire helvétique, était un monstre d'acier devancé d'un chasse-neige qui raclait les voies, n'épargnant rien sur son passage. Son arrivée dans le village de Wolfenberg, habitué au plus grand calme et à une totale désolation, était toujours un moment impressionnant. Hans réajusta son uniforme, qu'il ne portait en fait que les jours où M. Rolls était présent. L'ingénieur était un homme à la condescendance mielleuse qui regardait les habitants du village comme l'adulte regarde l'enfant. Il débarquait, saluait tout le monde, faisait un tour dans la mine, tirait les bilans, plus avec le chef de chantier qu'avec Fritz d'ailleurs, puis remontait dans le train et disparaissait un mois. Cependant, chaque fois, Hans avait l'impression de passer l'oral d'un examen et cela le mettait dans un état de tension impressionnant. Le train passa devant le quai et ne s'y arrêta pas. Surpris, Hans Fritz remarqua à peine à son passage qu'aucune lumière ne sortait des wagons. Il le suivit des yeux et le vit s'engager dans la boucle qui lui permettait d'habitude de faire demi-tour lors de son départ. Alors il commença enfin à réduire sa vitesse, et comme une bête à l'agonie, s'arrêta à une dizaine de mètres du quai. Dans un grand soupir, des volutes de fumée sortirent de tous les orifices, le cernant d'un large nuage qui, une fois disparu, laissa l'animal pour mort. Seul le fort central de la machine, rajouté juste à la base de la cheminée, lui prêtait encore une trace de vie. Le responsable local de la compagnie, demeuré sur le quai, était interdit. Quelque chose d'anormal était en train de se passer. D'un seul coup, la neige, le froid, la nuit, la forêt et l'étrange cyclope qui se trouvait à quelques mètres de lui devinrent terrifiants. Pourtant, trouvant un courage inattendu dans sa curiosité maladive, Hans s'avança en direction du train qui l'approcha par l'arrière. Le convoi était composé d'un tendeur, puis d'un wagon grand luxe réservé à M. Rolls, de 2 wagons de passagers pour les mineurs, puis de 3 autres de marchandises, et enfin de 4 bennes pour le cuivre. D'aucun d'entre eux ne parvenait le moindre bruit, et quand Fritz se présenta devant le dernier wagon de voyageurs, il hésita de nouveau. Pas de lumière, pas de bruit.
Cela n'avait absolument rien d'habituel. D'ordinaire, lorsque l'IEC Express, comme le nommait Carlos pour se moquer, arrivait, il stoppait juste à la hauteur du quai. Rodolphe, le mécanicien, était réputé pour son agilité à dompter le cheval d'acier. Et puis, les nouveaux venus descendaient dans un brouhaha de tous les diables. Là, non seulement le train avait manqué son entrée en gare, mais tout à l'intérieur semblait mort. Quand ces évidences se gravèrent pour de bon dans l'esprit de Fritz, il préféra jouer la prudence. « Ohé !» cria-t-il en remontant le long des wagons, réservés aux mineurs. « Il y a quelqu'un là-dedans ?» Pour toute réponse, un hurlement sortant de la forêt. Il se présenta bientôt devant la voiture de luxe réservée à l'ingénieur Rolls, mais il ne fut confronté qu'au même silence. En jetant un regard inquiet en direction de la locomotive, il se rendit compte qu'elle abritait pas plus de signes de vie. La chaudière, encore chaude, faisait fondre les flocons de neige qui osaient la frôler, et un léger grondement témoignait que le feu n'était pas encore totalement éteint. Sans savoir pourquoi, Hans se décida à monter dans le wagon de Rolls. Sur la plateforme, il hésita de nouveau avant de pousser la porte d'accès au compartiment. Cette dernière s'ouvrit sans bruit, n'offrant qu'une obscurité encore plus profonde que celle qui s'imposait à l'extérieur. « Monsieur Rolls, vous êtes là ? C'est moi, Hans Fritz !» Un pas timide à l'intérieur et aucune réaction. Une nouvelle question. « Monsieur Rolls !» Le pied de Hans tapa dans quelque chose sur le sol. Premier réflexe, reculer. Ses yeux ne lui étaient d'aucun secours. Il se pencha et chercha avec la main ce qu'il venait de heurter. Il saisit un objet qu'il identifia rapidement comme un livre. Machinalement, il le garda à la main et se mit en quête des lampes à pétrole qui éclairaient d'ordinaire le wagon. Après quelques maladresses, il en trava une accrochée à la paroi de ce dernier. La voiture de Rolls était un modèle grand luxe, et Hans n'ignorait pas que les lampes à pétrole qui s'y trouvaient avaient un briquet intégré. Il actionna le petit poussoir, il y eut une étincelle et une petite flamme vint tuer sans remords la nuit qui dominait jusque-là, tout en laissant cependant à l'obscurité un large royaume au fond du wagon. Le livre que Hans tenait dans la main s'échappa et tomba au sol dans un bruit sec. Tout le corps de Fritz se mit à trembler et une peur froide le tétanisa sur place, allant même jusqu'à le planter une douleur aiguë à la base de sa nuque. Face à lui, le rayon lumineux révélait un capharnaüm incroyable. Des meubles renversés, des feuilles recouvrant le sol, les rideaux arrachés, et sur un fauteuil confortable, le corps sans vie de M. Rolls était vautré, les jambes tendues et écartées, les bras ballants, la tête légèrement penchée à gauche, les yeux fermés et le cou couvert d'un sang qui continuait à couler et à tomber par gouttes sur le sol déjà taché. Sans quitter le cadavre des yeux, et en rasant la paroi, le responsable local de la compagnie recula lentement, tentant de gagner la porte par laquelle il était entré quelques instants plus tôt. Par mégarde, il chuta et se retrouva face à face à un second mort qu'il ne connaissait pas, mais qui présentait un visage aussi mal en point que celui de l'ingénieur. La seconde victime était allongée face contre le sol, le visage tourné vers Hans. Il avait les yeux fermés, mais l'absence de respiration ne laissait aucun doute. Il ne dormait pas. Fritz se releva en hurlant. Le temps n'était plus ni à la prudence, ni à la demi-mesure. Il sauta hors du wagon, atterrit sur le quai et partit en courant en direction de la rue principale du village. La neige tombait maintenant en gros flocons. Le vent soufflait en produisant un son aigu. Fritz n'avait qu'une idée. Trouver du secours dans le café de Carlo. L'avertisseur de la locomotive résonna à plusieurs reprises, brisant le silence de la nuit et semblant appeler au secours. Cela ne fit qu'augmenter la terreur de Hans, qui ne pensa pas une seconde que c'était peut-être la preuve que quelqu'un vivait encore dans le train. Il était à bout de souffle quand il atteignit enfin la porte du café.